Ben là. Pour cet épisode, je vous offre une entrevue unique en son genre. Ben là. Oui, j'ai le privilège de recevoir nul autre que le premier ministre du Québec. Ben là. Ben là. Alors, comme nous parlons d'affaires, de gestion et d'administration, j'ai trouvé opportun d'inviter quelqu'un qui non seulement a une excellente expérience en gestion et en administration, mais également qu'il dirige le Québec maintenant depuis un peu plus de 7 ans. Il a été membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec. Il a une maîtrise en gestion des affaires, un MBA, option finance du HEC Montréal. Il a également son baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité. Il a une expérience professionnelle, les amis, très impressionnante. Il a été membre de conseils d'administration tels que Provigo, Culinaire, Sico, Technilab, bref, une panoplie d'entreprises. Il a été également un de ses faits d'armes PDG et cofondateur d'Air Transat. Il a été en marketing, même avec Québec Air. Il a été directeur des finances et de l'administration chez Nationair. Bref, écoutez, il a un CV qui est très important. Un de ses faits marquants également, il est fondateur et chef de la coalition Avenir Québec depuis 2011. Mesdames et messieurs, voici notre invité de la semaine, M. François Legault. Attention. Voici notre invité de la semaine. Comment allez-vous? Bien, ça va très bien, Benoît. Très content de passer un petit peu de temps avec toi, puis en même temps, de m'adresser aux étudiants de ton cégep. Bien, sérieusement, merci de prendre ce temps-là parce que vous avez un horaire excessivement chargé, excessivement occupé. Et ça m'amène aussi à savoir comment est-ce que vous conjuguez votre expérience d'entrepreneur et de premier ministre. Comment vous faites pour aménager tout ça? Bien, je t'écoutais parler un petit peu de mon passé. C'est sûr que, bon, démarrer une compagnie aérienne comme Air Transat, c'est différent de démarrer un nouveau parti politique comme la CAQ, mais il y a des ressemblances. Il faut ramasser une équipe qui devient presque une famille, puis il faut se donner des objectifs, être ambitieux. Puis, bon, une fois que c'est parti, on pense que ça a été facile, mais il faut se rappeler là, qu'il y a des hauts, des bas, des bouts très difficiles. Mais à un moment donné, il faut persister. Puis quand on est bien entouré, bien, on réussit. C'est sûr qu'il y a une grande différence entre une entreprise et puis un gouvernement ou être en politique. Quand j'étais président d'Air Transat, si j'avais une idée dans ma douche le matin, bien, le soir, en partant du bureau, l'idée était mise en place dans l'entreprise. C'est pas mal plus compliqué que ça en politique. Il faut convaincre les employés, après ça les députés, après ça les oppositions. C'est un processus qui est plus long. Ça exerce ma patience, qui n'est pas ma plus grande qualité. Mais donc, il y a des différences, mais de gérer une grande équipe comme Air Transat ou de gérer une grande équipe comme la CAQ ou comme un gouvernement, il y a quand même des ressemblances. Vous avez vécu une période quand même, lors du premier mandat, qui est assez important. Il y en a même qui disaient que vous aviez construit l'avion en vol pendant la pandémie. Comment avez-vous fait pour prendre toutes ces décisions-là? Parce que, rappelons-nous, là, la période de la pandémie, c'était quand même pas évident. Il fallait avoir un maître à bord, il fallait un chef. Je pense que vous avez incarné ça. Donc, le processus décisionnel, comment ça fonctionnait? Parce que là, vous nous parlez un peu de la différence entre être entrepreneur puis aussi être chef d'État. Bien, le fait justement que j'ai eu une expérience comme président d'Air Transat, puis que ça soit plus vite dans une entreprise privée qu'en politique, ça m'a aidé parce que avec la pandémie, on ne pouvait pas se dire je vais attendre avant de prendre des décisions, je vais attendre d'avoir toute l'information. Il fallait agir, il fallait sauver des vies, donc il fallait prendre des décisions. Parfois, c'était des bonnes, parfois, il fallait les ajuster parce qu'on avait de la nouvelle information quelques jours plus tard. Mais le fait que j'ai eu l'expérience de prendre des décisions, des fois, c'est stressant parce qu'on va se coucher après et on se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision de fermer les écoles ou de fermer les commerces ou de les
rouvrir. C'est quand même là, stressant, mais en même temps, je pense que quand on regarde les chiffres, on a réussi à avoir moins de décès que nos voisins, toute proportion gardée, parce qu'on a agi rapidement. Donc, ça a permis qu'à tous les jours, j'explique ces décisions-là. Là, c'était rendu un rendez-vous à une heure C'était la grande messe. C'était la grande messe, là, de voir quelles sont les nouvelles décisions du jour. Puis aujourd'hui, on commence à mettre des masques. Et puis demain, on va se faire vacciner. Puis bon, tout ça. Donc, quand même, une expérience de vie incroyable, mais stressante. Dans le fond, ça l'a teinté le premier mandat. C'était quoi l'influence? Parce que, tu sais, en 2022, ça a été le gouvernement dans lequel il y a eu quand même une quantité très, très importante de députés qui ont été élus au Québec. Mais ça a été quoi l'influence, dans le fond, de la pandémie sur la gestion du deuxième mandat? Bien, c'est sûr que ça a eu une influence sur le réseau de la santé. On ne s'en cachera pas. On a comme épuisé, je pense que le mot n'est pas trop fort, les ressources humaines. Donc, les infirmières, les médecins, tout le monde était épuisé parce que tout le monde travaillait très fort. Rappelons-nous ce qui se passait dans les CHSLD, entre autres. Il y en a qui tombaient au combat parce qu'ils attrapaient le virus. Donc, il fallait que les autres qui restent travaillent encore plus fort. Donc, c'est sûr qu'on s'est retrouvés après la pandémie avec un réseau de la santé fatigué. Et c'est sûr aussi qu'en 2018, je voulais faire des changements dans le réseau de la santé que j'ai été obligé de reporter dans le deuxième mandat. Là. Parlons, par exemple... Il y a plusieurs changements, je pense, M. Legault, qu'effectivement, 2018 faisait partie des promesses. Puis on dirait qu'actuellement, ce que je trouve dommage, ce que j'entends, c'est que on arrive en fin de mandat, puis finalement, on met tout en place. Mais... Bien, tu sais, prenons la négociation avec les médecins, parce qu'on en parle beaucoup actuellement. Bien, c'est sûr que c'était pas le temps de faire des changements difficiles avec les syndicats de médecins, de dire on va vous payer différemment pour que les actes qui sont faits par les médecins soient parmi les plus prioritaires ou les plus urgents. Que les médecins de famille, qu'il y en ait plus qui prennent en charge des patients. C'était pas le temps de faire ça pendant la pandémie. Fait que là, on est en train de le faire. Donc, il y a des gens qui peuvent se dire, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Il y a eu la pandémie. Durant la pandémie, on a eu une négociation avec les médecins. Puis les négociations avec les médecins, c'est à tous les 5 ans. Donc, on est dedans actuellement. Pourquoi on ne l'a pas fait au premier mandat? La question en revient souvent à cause de la pandémie. Par contre, il y a d'autres dossiers. Je regarde en économie, ça fait 7 ans qu'on est là. Ça fait 7 ans que j'insiste pour qu'on ait plus d'investissement des entreprises au Québec. Bien sûr, on a parlé de quelques échecs, mais on a quand même, depuis 7 ans, investi dans 25 000 entreprises, puis la grande majorité, là, plus de 90 % des cas, ça a été des succès. Puis ça a fait que quand on regarde la croissance économique par habitant, depuis 7 ans, on a battu l'Ontario et le reste du Canada, ce qui n'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec, dans l'histoire du Canada. Donc, malgré la pandémie, on a commencé dans le premier mandat, puis on a continué dans le deuxième. C'était plus compliqué si on regarde, par exemple, le réseau de la santé. Revenons un petit peu, juste une précision, M. Legault, parce que je me souviens en 2018, à un moment donné, vous aviez justement, quand vous avez commencé le mandat comme premier ministre, vous avez eu le pied dans le fond. Là, parce que dans les promesses électorales de 2018, vous en aviez quand même réalisé tout un paquet. Là. Mais ça, on dirait que les gens ont tendance... On dirait que la mémoire collective est assez... est assez limitée. Bref. C'est sûr. Rappelons-nous, en 2018, déjà, on commençait à parler d'immigration, de laïcité. Il y avait eu des tentatives par les autres gouvernements d'adopter une loi sur les signes religieux. C'était pas arrivé, ni avec le PQ, ni avec le Parti libéral. Nous, on a adopté... Avant la pandémie, la loi 21 pour interdire les signes religieux, c'était à l'époque, peut-être qu'on s'en souvient moins, c'était déjà quelque chose qui était demandé par les citoyens.
Oui, puis je trouve intéressant que l'identité québécoise avait été placée aussi à ce moment-là en disant, mais l'identité québécoise, c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste, par exemple, je sais pas moi, ça appartient pas juste à la souveraineté, en Oui, guillemets. oui, Tu sais, oui, être exact. québécois, c'est pas parce que tu veux pas faire un pays que t'es pas québécois à part entière, puis c'est pas parce que peu importe la place où c'est que tu viens, c'est que notre société, tu peux être fier de notre Québec, peu Oui, importe d'où c'est que tu puis il viens. faut respecter la capacité d'intégration puis d'accueil de notre Québec. Puis rappelez-vous, en 2018, on disait on va réduire le nombre d'immigrants. On s'était fait donner toutes sortes de noms, pas Effectivement. jolis. Oui. Et ben, on l'a fait, puis on est en train de le faire encore. Malheureusement, le fédéral est allé dans l'autre sens, puis a augmenté beaucoup trop le nombre d'immigrants qui sont sous le contrôle fédéral. Donc, ça reste un enjeu, moins dans les régions. Je pense que là-dessus, on ne s'entend pas avec le fédéral. On leur dit qu'il faut garder les immigrants, même les temporaires qu'on a en région. Par contre, à Montréal pas à Laval, bien là, on est rendu en bas de 50 de francophones. Donc, il faut vraiment donner un coup de barre puis réduire le nombre d'immigrants à Montréal pas à Laval. Donc, on a des bonnes discussions avec le fédéral. Puis nous, ben, on pense que c'est plus efficace d'avoir des discussions comme ça plutôt que d'attendre le grand soir du référendum sur la souveraineté. M. Legault, vous avez présenté dernièrement votre vision économique avec, tu sais, dans le fond, une perspective, je dirais, qui a évolué. On parle beaucoup d'affaires dans ce balado-là, puis dans le fond, on entend souvent parler dans les médias en fait des fiascos, des choses qui Ouais, n'ont pas fonctionné. Dans les success stories, dans le ouais. fond, qu'on pourrait dire que M. Legault a eu là, sur le plan économique, on pourrait dire quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme Bien, exemple? écoutez, il y en a plusieurs. On a investi dans 25 000 entreprises, puis la grande majorité, plus de 90 ça a fonctionné. Mais vite comme ça, bon, on peut parler d'une belle entreprise québécoise, Premier Tech, dans le Bas-Saint-Laurent, qui faisait de la tourbe. Ils sont rendus, ils fabriquent des robots. OK. On les a aidés. Maintenant, ils vendent leurs produits partout dans le monde. On a des entreprises comme des fabricants de navires à Lévis, proche de Québec, Davy. On a souvent entendu parler de Davy. Bien, on les a aidés à acheter pour une centaine de millions une entreprise en Finlande, à Helsinki, qui savait comment faire des brises-glaces pour les Russes. Puis là, ben, on a acheté cette entreprise-là, puis on a importé la technologie. Puis là, ben, on vient de créer des milliers d'emplois en donnant des contrats, dans le fond, en se faisant donner des contrats par le gouvernement d'Ottawa, du Canada, mais aussi par le gouvernement américain. Plus proche du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a continué de travailler avec Rio Tinto, on les a aidés à continuer à aller vers l'aluminium vert, parce que moi, je suis convaincu que c'est une question de temps avant que l'aluminium vert soit vendu plus cher que ce qu'on appelle l'aluminium gris. Donc, on a aidé à protéger et à développer des emplois très payants au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Rio Tinto. Donc, des fois, c'est des entreprises québécoises, des fois, c'est des entreprises qui ne sont pas québécoises, mais quand ils ont des usines au Québec, on sait que les emplois vont rester dans les usines au Québec. Donc, c'est important. Tous les pays dans le monde sont en compétition. Donald Trump rêverait d'avoir des alumineries aux États-Unis. Bien, c'est important qu'on continue d'aider nos alumineries. On a fait la même chose à Sept-Îles avec l'aluminerie Alouette. Là. Donc, on a aidé 25 000 entreprises, puis la grande majorité, ça a été des succès. Vous parlez de Donald Trump et en fait de cet impact-là. Je présume que vous avez dans votre, dans votre boîte à surprise quelques idées sur comment est-ce qu'on peut réagir face à ça. Comme premier ministre, quand on arrive et qu'on doit appuyer des entreprises, puis dire on va vous supporter pour être capable de pallier à ce genre de situation-là, notamment au Québec, parce que veut pas, les exportations, importations, ça relève du fédéral. Donc, comment est-ce qu'on peut intervenir et aider nos entreprises à ce moment-là? Il faut y aller cas par cas, industrie par industrie. C'est certain que Donald Trump, en mettant des tarifs, il a rendu, pour certains produits, presque impossible de vendre aux États-Unis. Bon, puis je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais prenons, par exemple, le cas de la forêt. Bien, plus que 50
du bois qu'on produit, on l'exporte aux États-Unis. Fait que c'est sûr, quand Donald Trump dit à partir de maintenant, il va y avoir un tarif de 45 % sur le bois qui vient du Québec, du Canada, ben, tu sais, c'est comme si on disait à l'entreprise, vous baissez vos prix de 45 %. Donc, ça devient difficile de rester rentable. Donc, on aide les entreprises à d'abord passer au travers en leur offrant des liquidités, mais il faut être réaliste aussi, là, 45 % de baisse de prix, c'est dur. Il faut diversifier les marchés. Donc, au lieu de vendre aux États-Unis, être capable de vendre en Europe, vendre en Asie, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc, il faut développer d'autres secteurs. J'ai beaucoup parlé de l'hydroélectricité. C'est sûr que l'hydroélectricité, on a 200 milliards de projets chez Hydro-Québec. Tout le monde cherche de l'énergie, incluant les centres de données, mais aussi toutes les compagnies manufacturières. Donc ça va être payant pour le Québec. Bon, il y a la défense maintenant, les minéraux critiques, même les minéraux tout court. Je t'allais annoncer une nouvelle mine d'or en Abitibi il y a quelques semaines, 1400 jobs à 100 000 $ par année. Bien, tu sais, c'est ça. Là, il faut prendre tout ce qui passe, être très proactif. Puis on demande la même chose au gouvernement fédéral. Là. Puis on s'entend bien que le gouvernement fédéral, pour faire des interventions communes, il y a 2 semaines, le fédéral a investi dans une mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, Nouveau Monde Graphite. Bien, encore là, on va créer des bons emplois. Donc, l'économie, là, ça devient très, très important à cause des tarifs, puis à cause de l'incertitude économique. Parce que l'année prochaine, on est dû pour renégocier l'entente avec les États-Unis, là, qu'on appelle l'entente Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce qu'il y aura des mauvaises surprises? On ne peut pas rien exclure avec Donald Trump. Donc, il faut se préparer à faire face à de l'incertitude. Puis évidemment, c'est le temps d'être focusé sur l'économie, là, avant tout. M. Legault, je sais qu'on est compté dans le temps, donc je poserai juste une dernière question pour terminer. Justement, en lien avec ce que vous venez de parler, dans le contexte actuel, on entend souvent parler de souveraineté. On dit que les jeunes, c'est un sujet qui les intéresse davantage, et ainsi de suite. Et j'ai même assisté à une présentation d'étudiants qui m'ont parlé de... En fait, ils m'ont fait vraiment un pitch sur la souveraineté, puis je les ai respectés là-dedans. Mais croyez-vous que... En fait, comment est-ce qu'on peut croire au fédéralisme aujourd'hui, considérant le contexte actuel? Parce que là, vous parlez de la renégociation avec les États-Unis et le Mexique l'an prochain. Il y a une élection l'an prochain. C'est quoi l'importance du fédéralisme? Parce que là, je sais que je parle à quelqu'un qui sait c'est quoi tous les enjeux, que ce soit séparation et fédéralisme. Oui. Bien, c'est ça. Moi, j'aime pas ça m'appeler fédéraliste. J'aime mieux me dire nationaliste. Je défends la nation québécoise à l'intérieur du Canada. Bien, je dirais qu'il y a toujours 2 sujets, hein, puis ça a été vrai dans l'histoire du Québec, l'économie puis notre identité. Si on regarde l'économie, bien, étant donné que Trump nous enlève une partie de l'accès au marché américain, il faut se rabattre, entre autres, sur le marché canadien. C'est quand même 41 millions de personnes. Nous, au Québec, on est 9 millions. Donc, on aime mieux vendre nos produits à 41 millions de personnes qu'à 9 millions. Donc, dans ce sens-là, en économie, le marché canadien nous aide. Bon, l'identité, bon, j'ai déjà été partisan de la souveraineté du Québec. C'est sûr que si le Québec est souverain demain matin, c'est peut-être plus facile de défendre son identité. Par contre, ça pose des gros défis au point de vue économique. Et moi, je continue. Le pari que je fais, c'est qu'on est capable, entre autres, de défendre notre langue à l'intérieur du Canada. Et il faut continuer de demander au gouvernement fédéral d'avoir plus de pouvoir en matière d'immigration. On le fait actuellement. On a réussi quand même à convaincre le fédéral de dire, pour une partie des immigrants que vous acceptez, pouvez-vous mettre une condition de connaissance du français parce que c'est primordial pour l'avenir du français quand ils s'en viennent au Québec. Est-ce que vous pouvez réduire le nombre d'immigrants temporaires, mais à Montréal et Laval seulement, pas en région, parce qu'en région, il y a tellement de francophones
que le défi est différent d'intégrer les immigrants. Par contre, il faut réduire le nombre à Montréal et à Laval. Puis je pense que ça va être plus efficace de négocier avec le fédéral que d'attendre le grand soir du référendum sur la souveraineté. Donc, chacun sa stratégie pour défendre l'identité. Mais une chose qui est certaine, au point de vue économique, on est chanceux d'avoir accès à 41 millions de Canadiens pour vendre nos produits québécois. Merci, M. Legault, de m'avoir accordé cette entrevue. C'est un privilège. Merci, Benoît. À la prochaine. Et je salue tous les jeunes, entre autres, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci, M. Legault, de votre participation à Ben Lala. Vous revenez quand vous voulez. Alors, pour nos auditeurs, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur benlala.ca. Sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao. Ben bon, ben bon, ben bon.